Et bonsoir à tous pour ce direct de solidarité et progrès. Pour cette nuit du complot, on a avec nous Karel Verhaken, qui est notre spécialiste de désamorçage de faux complots et de révélation de vrais complots. Hein. Bah, tu vas nous expliquer tout ça. Bonsoir, Karel. Oui, bonsoir à tout le monde. En plus, t'as sorti récemment un article sur Bill Gates et, disons, les choses qu'il y a autour de lui, ce qui est vrai, ce qui est faux, tous les fantasmes, etc. On va en reparler. Mais il y aura aussi une soirée des complots, mais soirée surtout des paradoxes, puisqu'on va montrer que les apparences sont parfois trompeuses et que les complots les plus évidents ne sont parfois pas ceux dont les gens parlent. Je citerai aussi Jacques Cheminade en 2012, hein, pendant la présidentielle, où tout le monde lui faisait des menaces, hein, médiatiques, en disant qu'il était complotiste. Et il disait qu'il y a deux types d'idiots: ceux qui voient des complots partout et qui n'arrivent plus à vivre euh, en pensant que le monde voilà, est contre eux. Et il y a les idiots qui voient des complots nulle part, où ils pensent qu'il n'y a personne dans des instances dirigeantes ou des instances de think tank, de pensants, etc., qui élaborent des plans pour, disons, nous mettre dans des mauvaises situations. Je ne dirai pas de gros mots ce soir. Ce soir, on va parler avec donc Karel de plusieurs choses, savoir est-ce que la Chine a créé le coronavirus pour attaquer le monde? Est-ce que Bill Gates veut nous tuer avec ses vaccins? Est-ce que Didier Raoult est le héros, notre héros contre Big Pharma? On va parler aussi de est-ce que les capitalistes veulent vraiment sauver le climat? Attention. Et on finira sur est-ce que les banques veulent voler notre argent et notre liberté? Donc on va aller dans pas mal de théories du complot, donc accrochez-vous. Alors je tiens à dire quand même qu'on ne s'attaque pas aux gens en particulier, hein. Il y a un courant d'irrationalité en ce moment, et qui ne s'est pas vraiment arrangé avec le confinement, mais il n'est pas le fait des gens en tant que tels, il est le fait de charlatans de la pensée qui exploitent les conséquences, disons, des actions criminelles des dirigeants ou d'une oligarchie financière pour cadenasser et, disons, galvaniser un peu leur audience vers des idées sans lendemain et parfois même dangereuses. Donc il faut bien faire la distinction quand même entre ceux qui véhiculent les idées et voilà, les gens qui attendent des réponses, qui cherchent la vérité et qui sont des fois qui tombent dans les nasses de ces charlatans. Donc on va essayer de faire un peu le tri dans toutes ces théories. Donc merci Karel. J'ai envie de te lancer tout de suite sur cette question. La Chine donc a-t-elle créé le coronavirus pour attaquer le monde? On a entendu ça Alors j'ai des documents, hein, parce que évidemment et oui, quand on parle de complot, il faut avoir des documents à l'appui. Des On va parler pas révélations. mal. Hein? Il y a des révélations. Oui, il y a toujours des révélations. Par exemple, c'était le Daily Mail, hein, donc un magazine britannique. Est-ce que le coronavirus s'est échappé d'un laboratoire de Wuhan? Donc ça, c'était le 5 avril 2020. Donc ils avaient de grandes présomptions pour ça et ils avaient demandé à toutes les agences de renseignement américaines et anglo-saxonnes et c'était sûr. Mais quelques jours plus tard, les agences de renseignement ont désavoué cette chose-là, mais la rumeur était déjà partie et avait infecté Trump. Et voilà, ça c'était une autre truc, encore le Daily Mail, hein. Donc là c'était 10 jours plus tard, il récidive. L'ancien chef du MI6, alors il s'appelle comment il s'appelle? John Sawers, Sir John Sawers, qui dit voilà, la Chine en fait a concealed, donc c'est-à-dire qu'elle a maquillé en fait cette crise pour nous avoir, et donc il faut qu'on lui mette le grappin dessus.
Donc voilà ce type de nouvelles dont on a été abreuvé ces derniers temps et qui se sont avérées fausses, tout comme par exemple cette histoire de Niall Ferguson, donc qui avait dit que les Chinois avaient laissé des avions partir de Wuhan dans des villes européennes et américaines. Et voilà, sans preuve. Hein. Et une fois que quelqu'un lui a demandé les preuves, donc le professeur Daniel Bell, eh ben, il avait des preuves qui montraient l'exact inverse de ce qu'il avançait. Donc, en fait, qu'aucun avion n'était parti de Wuhan après le 23 janvier. Donc, voilà, des rumeurs, en fait, officielles, hein, des fausses rumeurs, des fake news, moi je préfère le mot fausses rumeurs, qui partent de milieux officiels, mais qui sont pas des vrais faits. Donc que dire là-dessus Voilà, Labo P4, Chine, méchant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ouais, ça fait beaucoup de choses en même temps. En tout cas, je vois déjà 3 questions. Tu peux trier. C'est est-ce qu'on peut créer ce genre de virus en laboratoire? 2, est-ce que les Chinois ont intérêt à lancer ce genre de choses pour la domination du monde? Et 3, qu'est-ce que cette histoire de Wuhan en particulier? Pourquoi plus Wuhan qu'autre chose? Donc d'abord, moi je suis pas biologiste ni spécialiste des coronavirus, etc. Oui. Donc je n'ai pas la prétention d'avoir un jugement scientifique. Donc je fais confiance à d'autres chercheurs, comme les gens de l'Institut Pasteur, qui ont une certaine expérience et compétences dans ce domaine. Et ces gens-là qui ont comparé, donc qui ont des archives de tous les virus, de centaines, voire des milliers de virus qu'ils ont examinés depuis un siècle. En fait, ces gens-là ont été voir donc déjà ce fameux nouveau coronavirus et disent ce qu'on voit, ça, c'est quelque chose qui nous est venu, disons, il n'y a absolument aucune preuve, contrairement à ce que dit Luc Montagnier, qui pourtant a eu le prix Nobel, oui, a été co-récipient de prix Nobel. Ils disent il y a absolument aucun moyen de prouver que ce virus a été le produit d'une manipulation humaine. Donc, il a émergé d'ailleurs, que ce soit, on ne sait pas encore réellement, on ne sait même pas aujourd'hui si vraiment ce virus est apparu réellement en Chine, s'il est apparu ailleurs. On commence maintenant à avoir des scans dans les hôpitaux, notamment en Alsace, des gens extrêmement tôt, où on est en train de voir actuellement dans les archives des scans des poumons, des gens qui avaient des pneumonies graves et qui aujourd'hui seraient classés immédiatement en Covid-19 et qui à l'époque ont échappé à tous les radars. Donc on ne peut même pas dire que le virus vient de Chine. Ce qui est clair que ce n'est pas un virus qui a été manipulé par l'homme. Donc ça, c'est déjà un truc qu'il faut régler. C'est vrai qu'il y a des technologies aujourd'hui qui s'appellent le CRISPR. Il y a des technologies qui sont... C'est une des raisons pour laquelle il y a un certain nombre de gens dans les services de renseignement s'inquiètent parce que dans le passé, c'était extrêmement compliqué de faire des virus artificiellement. Aujourd'hui, il semblerait, et plus que j'ai pu lire, hein, comme vous, ce qui est la bonne nouvelle aujourd'hui avec Internet, c'est que tout le monde se pose des questions, tout le monde commence à essayer de... On est tous des autodidactes, ça c'est le bon côté de la... mais ça veut dire qu'il faut vraiment bosser pour mettre à l'épreuve nos hypothèses et pour voir si vraiment ça tient la route. Mais effectivement, il y a un certain nombre de services de renseignement qui sont inquiets sur la création d'armes biologiques. Et donc, ce n'est pas non plus une chose qu'il faut... comment dire on n'est plus dans la science-fiction. C'est quelque chose qui est réel. Alors, ce qui est totalement absurde, et c'est vraiment méconnaître non seulement la Chine, mais la civilisation chinoise, c'est de croire qu'aujourd'hui, la Chine chercherait... D'ailleurs, tout le monde dit tous les jours que la Chine domine déjà le monde
et qu'ils n'ont absolument pas besoin de nous faire une guerre biologique pour nous vaincre, puisque notre système est tellement à la ramasse que vous avez aujourd'hui deux approches. Il y a le refus et l'open bar. Vous avez les gens qui disent que la Chine, c'est des salauds, donc on va leur faire la guerre. Et vous avez les gens qui disent, voilà, nous, on ne vaut plus rien. Si les Chinois viennent, on leur demande si c'est pour manger sur place ou pour emporter. Et on vend tout à la découpe. Et finalement, donc si vous voulez, la Chine est aussi en partie forte parce que nous sommes devenus de plus en plus faibles. Donc, donc la Chine, maintenant, si vous voulez, la Chine, au lieu de penser aux prochaines élections, au deuxième tour des élections municipales ou au journal télévisé de 20 heures, la Chine pense sur 25, sur 50, sur 75, sur un siècle à venir. Et de leur point de vue, ils n'ont pas assez d'énergie, ils n'ont pas assez de terres agricoles. Donc la Chine est en train de faire des investissements et des partenariats avec des pays africains, avec des pays en Amérique du Sud, avec des pays en Asie. La Chine a compris que pour avoir, si vous avez 1,4 milliard de personnes à nourrir, et si vous êtes responsable pour les nourrir dans le siècle à venir, votre intérêt, c'est d'avoir des bonnes relations, d'avoir des accords pacifiques, d'avoir la paix dans le monde, pour que non seulement ces pays-là puissent être en état de produire pour eux-mêmes, mais que les pays, par exemple africains, non seulement puissent se nourrir, mais puissent produire un surplus que par la suite vous pouvez échanger avec eux. Donc la Chine défend ses intérêts, mais elle n'a pas le même sens. Elle a compris que son intérêt, c'est pas faire du fric à court terme ou d'aller gagner la guerre des boutons, parce que nous, souvent, on est dans ça. Elle a compris que son intérêt, bien compris, c'est d'agir quasiment pour l'intérêt de l'autre, parce que l'intérêt de l'autre, en fait, il se fait que l'intérêt de l'autre coïncide avec son intérêt à long terme, qui est son intérêt propre. Donc, de ce point de vue-là, ne pas comprendre cela, c'est non seulement, disons, c'est suicidaire, c'est ne rien comprendre à l'histoire, et c'est surtout, comment dire, on fait des commentaires sur la couleur de nos lunettes de soleil. On ne regarde pas le monde, on n'est pas dans le monde réel. Donc les enjeux à ces accusations, parce que du coup, il y a des gens qui accusent cette Chine. Qui sont-ils, ces gens qui accusent la Chine? Et est-ce que tu as des noms, parce que tout le monde veut des noms. Tu veux qu'on parle de Wuhan après Non, d'abord, pour répondre en fait par cette question des fausses rumeurs qui sont contre la Chine. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis, je dirais presque 2008, où les pays occidentaux, les États-Unis et l'Union européenne, ont refusé d'acter une mise en faillite ordonnée du système financier international. En fait, depuis cette époque, en fait, le gouffre s'est creusé. Vous voyez, par exemple, là, j'ai vu ce matin que l'objectif qui va discuter aujourd'hui au Parlement chinois, c'est que pourquoi on n'a pas réussi réellement à doubler le revenu de chaque Chinois entre 2010 et 2020. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le genre de société dans laquelle ils sont. Donc, ça nous ramène le fameux piège de Thucydide, c'est-à-dire, c'est un historien romain qui avait étudié tous les conflits, qui s'est rendu compte que quand vous avez des empires qui déclinent et que vous avez en même temps des puissances qui émergent, que dans une grande majorité des cas, hélas, c'est ce qu'il constatait, c'est que sur 14 sur 16 guerres, en fait, ont été déclarées par des empires qui étaient, eux, dans le déclin. Donc, c'est pas ceux qui émergeaient donc cette émergence de la Chine, mais pas seulement, aussi l'Inde, aussi l'Indonésie, aussi le Nigeria. Donc le monde, depuis 2008, en fait, on a d'un côté un système, il y a le nôtre qui est en déclin, qui est en faillite. De l'autre côté, vous avez cette évidence éclatante
des puissances émergentes qui viennent en fait, évidemment, ils viennent chatouiller les privilèges de l'après-guerre. Les privilèges de l'après-guerre, c'est quoi? C'est que suite à la mort de Roosevelt, Churchill a imposé donc cette relation spéciale entre Londres, la City de Londres, et leur cousin germain qui gérait les banques à Wall Street, pour dire tant qu'il y a une situation de conflit, de menace extérieure, et là on est dans le complot, puisque les complotistes nous disent on nous fait peur avec tout. Ah oui, mais justement, les Anglais, ces gens-là qui sont dans la relation spéciale anglo-américaine, nous disent il y a la menace russe, il y a la menace chinoise, il y a le 11 septembre, il y a Daesh. Donc, quand on est en guerre, on ne change pas de chef. On ne met pas en cause l'autorité des gens qui étaient soi-disant les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez ce qui a choqué beaucoup la Russie, nos amis russes, c'est que là, lors des célébrations du 8 mai, Pompeo a dit on célèbre les Anglais et les Américains qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'on oublie évidemment les 27 millions de victimes russes, les 14 millions de Chinois qui sont morts dans cette guerre. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que l'enjeu, on est maintenant dans ce que Jacques Cheminade appelle le virus géopolitique, c'est-à-dire que où nous sommes capables de refaire un ordre mondial sur une notion de partenariat, d'entente, de détente et de coopération, ce que les Chinois appellent le gagnant-gagnant, et ce que même M. Le Drian craint que ce soit 2 fois gagnant pour les Chinois, hein. Où effectivement, vous avez des gens qui disent, voilà, parce que ces Chinois, c'est ce qu'avait dit Obama, ces Chinois, ils veulent réécrire les règles du monde. Et qu'au lieu de dire que nous, les Occidentaux, nous ne disons pas que nous sommes un empire, mais nous disons nous avons nos règles. Et toute personne qui veut entrer là-dedans et réécrire les règles, un petit peu moins favorables à nous, bah, c'est vu comme un dangereux, une menace existentielle à un système, parce que justement notre système est en bout de souffle. Donc il faut trouver, alors effectivement... Oui, mais donc, alors, si parce qu'on veut de la révélation là. Si on fait l'analyse si vous voulez trouver le cœur de ces élites financières, politiques, dans le journalisme, dans les think tanks, dans l'armée et dans les conseillers de très haut niveau, ça ramène à quelque chose qui s'appelle The Henry Jackson Society. Je ne sais pas si tu peux montrer les graphiques. Par exemple, aujourd'hui, l'homme qui, aux États-Unis, travaille avec Steve Bannon et qui a créé donc, ce qu'on appelle le comité sur le danger présent en Chine, c'est un monsieur qui s'appelle Frank Gaffney. Et Frank Gaffney, c'est un néoconservateur classique. Donc là, vous avez Henry Jackson, qui était un député américain. Alors, ce monsieur Jackson que vous voyez là au centre, il avait 2 conseillers que tout le monde connaît plus ou moins. Le premier, il s'appelle Wolfowitz, qui est là en dessous de Jackson. Et le deuxième s'appelait Richard Pearl. Richard Pearl et Paul Wolfowitz, c'était des assistants parlementaires de ce député Henry Jackson. Et Henry Jackson, c'était la gauche va-t-en-guerre américaine. C'était l'aile démocrate qui, pour se prostituer et pour avoir des voix aux élections, s'est mis à faire du macartisme de gauche. Et donc, toute cette clique, en fait, par la suite, on les a connus parce qu'ils ont créé le comité, le projet pour le nouveau siècle américain, Project for a New American Century. Et donc, il faut encore descendre pour montrer l'autre graphique avec les noms, l'organigramme. Voilà, celui-là. Bon, là, vous le voyez, ouais.
Alors là, vous voyez, ça sont les signataires de la fondation donc, de la Henry Jackson Society en 2005. C'est un moment où le PNAC, ce groupe des néocons que tout le monde a vu pendant la guerre d'Irak, les gens qui ont inventé la Les menace, néoconservateurs, hein, on les parle. néoconservateurs Les néocons, ça n'a rien à voir avec des nouveaux cons. qui ont lancé la vraie rumeur qu'il y avait des armes de destruction de masse en Irak, alors que tout le monde, même les inspecteurs de l'ONU eux-mêmes qui ont été en disant mais c'est le délire, ça n'existe pas, on n'a pas su avant, ni pendant, ni après. Donc ça c'était le Project for the New American Century. Donc on voit il y a Robert Kagan notamment là en bas à gauche là. Oui. Je vois hein, Robert Kagan. Ouais, donc il y a Richard Pearl, il y a Kagan. Et à droite, on voit certains autres noms aussi. Il y a le Sir Richard Dearlove, l'ancien chef du MI6. Oui. Alors, juste pour Robert Kagan, sa femme, elle est absolument charmante. Elle s'appelle Victoria Nuland. Ah. C'est-à-dire, c'est la femme qui a organisé le coup d'État des néo-nazis en Ukraine, notamment sous les yeux très sympathiques du fils de M. Biden. Donc, si vous voulez, les extrémistes ne sont pas forcément toujours du côté où on les soupçonne. Mais effectivement, comme tu le dis, Benoît, à gauche, vous avez la branche américaine. Et donc, à droite, vous avez tous ceux qui sont en pourpre, là. Vous avez en plein milieu un monsieur qui s'appelle Sir Richard Dearlove, qui est donc l'ancien patron du MI6, c'est-à-dire l'équivalent de la DGSE française dans le renseignement extérieur. Et c'est l'homme donc qui a chapeauté en fait le fameux dossier de Steele, qui est le dossier qui a été au centre, qui était le dossier Salas, accusant Trump d'avoir été dans un hôtel pour se faire uriner dessus par des prostituées parce que ça lui plaisait. Gros, mieux que ça marche. Hein. Et de l'autre côté, c'est l'homme, son assistant a été au centre de l'affaire Skripal. Donc, ça m'a beaucoup étonné que les complotistes n'ont pas été voir en post-mortem si Skripal n'est pas mort à cause du Covid, parce que ça aurait permis d'accuser Poutine. Hein. Donc, si vous voulez... Mais ils ne sont pas cohérents d'une conspiration à l'autre. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens, ils passent d'un truc à l'autre, c'est-à-dire ils lancent... Mais donc, en fait, on a des Anglais et des anglophiles, quoi. Oui, on a des Américains qui sont pires. Pour moi, ils sont pires parce qu'ils sont... D'abord, ils sont moins drôles que les Anglais. Et deux, ils ont trahi leur propre origine. C'est-à-dire, comment dire, ils pensent que pour avoir un semblant de culture, il faut être initié dans cette secte anglophile qui, soi-disant, pense à long terme, qui se voient les héritiers de l'Empire britannique, de Mackinder, comme les Kissinger. L'idole de Kissinger, c'était Metternich, qui se basait complètement sur les géopoliticiens anglais, c'est-à-dire Alfred Mackinder, le club des coefficients, le cercle de Milner, toutes ces obsessions sur que, en fait, c'était l'idée complètement mystique que la grande puissance qui allait contrôler la masse terrestre la plus vaste, qui était l'Eurasie, bien sûr. Si tu contrôlais l'Eurasie, tu contrôlais le monde. Parce que c'était le Heartland, et donc il y avait les pays du Rhin, il y avait les pays autour. Et donc, on est dans là, c'est pas du complot, ça c'est juste la théorie géopolitique officielle qu'on étudie dans toutes les universités. Hein, voilà, ça n'a rien de... Voilà, première année Sciences Po. Voilà, c'est pas du tout du complot noir dans des... Voilà. Hein. Oui, mais ils sont toujours dans ça. Et dans la mesure que c'est un peu comme Venise au Moyen-Âge, qui avait la flotte, qui avait la banque, qui avait les diplomates, qui avait les assassins. Venise, ça n'existait, c'était pas un pays, c'était juste un paradis fiscal, Venise. Mais ils contrôlaient les flux vitaux, vous contrôlez l'informatique, vous contrôlez le renseignement, vous contrôlez les médias, vous contrôlez l'argent, vous pouvez contrôler le monde en contrôlant les fonctions
les fonctions vitales du système. Et là, pour eux, la Chine, par exemple Huawei, s'il y a la 5G de Huawei, c'est pas la 5G qui va décomposer vos cellules et vous provoquer le Covid. Oula, Mais Huawei... Attends. C'est pas encore démontré, non, ça. La question, c'est que la 5G, dans China 2025, c'est-à-dire que les ambitions que se fixe la Chine pour 2025 de faire les sauts technologiques qu'ils sont en train de faire, par exemple, ils sont en train de développer des ordinateurs quantiques, ils sont en train de créer des choses qui les rendront incontrôlables par les gens qui contrôlent le monde aujourd'hui. Donc, on a essayé de les convaincre. Avant de passer à la 5G, on leur a dit gentiment, on leur a dit gentiment de renoncer à leurs ambitions. Les Chinois ne veulent pas renoncer à leurs ambitions. Aujourd'hui, on sort les canons à merde. Et donc, toute cette histoire, c'est de ça qu'on parle. Donc, effectivement, il y a cet aspect de nous qu'on a appelé les nostalgiques de l'Empire britannique, ou même l'Empire britannique actuel. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Empire britannique, ils ont qu'à aller voir donc le rapport sur la City de Londres aussi, les paradis fiscaux qui avaient été faits par Arnaud Montebourg fut un temps en tant que député. C'est toute ils ont un nuage en fait autour de cette finance, et avec des sociétés de pensée, donc comme Henry Jackson Society ou d'autres qui on va dire vont influencer les médias, vont influencer ensuite les citoyens dans des stratégies qui sont que les citoyens comprennent pas forcément en fait au départ, mais comme ils chopent des bribes en fait de la stratégie, et ben en fait ils sont amenés à être les idiots utiles, on va dire, de cette politique, de cette géopolitique qui peut nous mener à la guerre. Donc effectivement, faut remettre un peu les choses, les vrais complots, on va dire. Il y en a un qui est là et qui est énorme au milieu du monde, et qui n'est jamais vraiment discuté par aucun complotiste, il y a beaucoup de gens qui passent à côté. T'as parlé de la 5... Et Wells, lui, il parlait de la open conspiracy. C'est une conspiration ouverte. C'est-à-dire que on rend les gens tellement aveugles qu'ils peuvent de toute façon pas la voir. Donc, oui, on brouille les pistes. Alors justement, en parlant de ça, on va revenir sur la 5G après, mais on veut rentrer vite dans le sujet de Bill Gates, puisque évidemment, on veut savoir s'il veut nous tuer avec ses vaccins. Wuhan, peut-être vas-y, je sais pas, ça dépend ce que tu voulais dire, vas-y. Sur Wuhan, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vieux projet qui est très ancien, puisque les Chinois savent, tous les épidémiologistes savent que tous les grippes viennent de la faune aquatique de l'Asie, pas forcément la Chine, ça peut être la Corée, ça peut être tous les autres. Donc, très tôt, il y a des gens, y compris donc en France, notamment la famille Mérieux en France, qui a voulu et qui voyait l'intérêt pour le monde occidental qu'on installe en avant-poste des laboratoires qu'on aide de la recherche scientifique chinoise. Donc, il y a un excellent article dans Le Point où les choses sont très simplement dites. C'est que dès le début, il y a eu un face-à-face entre les gens du renseignement et les scientifiques. Et à la fin, c'est les renseignements qui ont gagné. C'est-à-dire qu'en réalité, donc il s'agissait de faire un laboratoire P4, c'est-à-dire des virus qui ont un degré pathogène du niveau 4. Donc c'est totalement au-dessus même du Covid. Hein. On n'a pas besoin d'un laboratoire P4 pour... Normalement, on étudie les coronavirus, c'est dans des P3 qu'on va les étudier. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, plus personne parle du P4 parce que ça tient absolument pas debout. Donc, déjà, on ne trouve plus dans la presse, les accusations. Surtout que le laboratoire, il y a eu un tel embrouille qu'en final, la famille Mérieux qui voulait défendre ce projet, les États, surtout la France, n'a pas soutenu en fait le projet jusqu'au bout. Donc, ensuite, ça a été repris par des intérêts américains qui, eux, ont mis de l'argent dans ce P4, et dont personne parle, puisque c'est des méchants Chinois. Mais qu'en réalité, ce laboratoire P4, il
Il y a une toute petite partie qui a été réellement fonctionnelle, mais évidemment, pas loin du P4, il y a le P3. Et voilà, il semblerait que les virus prennent la passerelle qui a relié le P3 au P4, si on veut. On peut inventer cette théorie. Oh, on peut inventer ce qu'on veut. Hein. On C'est peut la inventer soirée ce des qu'on veut. complots, hein, on peut y aller. C'est comme l'histoire de la 5G, effectivement, qui vient de Wuhan. Alors que c'est totalement faux, parce que les premières villes qui ont installé la 5G, c'est en Corée du Sud, où, Ah oui, d'ailleurs, oui. où l'épidémie de coronavirus a été plutôt mieux gérée qu'ailleurs, parce que notamment grâce à la 5G, ils ont pu identifier les gens qui étaient contagieux, on a pu les isoler dans des bonnes conditions, et on a eu les outils informatiques pour faire vraiment un travail d'excellence pour le faire. Donc Oui, tout cela. Là, je montre la carte de couverture de la 5G en Corée du Sud. Hein. Donc pour ceux qui veulent savoir pourquoi la Corée du Sud a mieux supporté le Covid-19. Voilà. On a la Suisse aussi, si vous voulez savoir qui a eu. Voilà. Pourtant, ils n'ont pas eu beaucoup de mortalité, donc on se pose des questions. Vas-y, je t'en prie. Oui. Tu voulais maintenant parler de Gates, c'est ça? Ouais, je voulais parler de Bill Gates, puisque tu as fait un article là très récemment donc sur Bill Gates, les vaccins. Est-ce qu'il veut nous tuer en nous inoculant quelque chose de suspect avec ces vaccins? Je dirais aussi que pour soutenir, parce que là on va révéler des choses, hein, effectivement, mais du coup pour soutenir notre bataille intellectuelle, on vous invite à faire un don à notre parti, puisqu'on est les seuls un peu à aller mettre le nez là où les autres n'ont pas envie. Donc appelez-nous, faites un don aussi sur le site internet solidaritéprogrès.fr/lobby citoyen. Voilà, je dis ça parce que ce que vous allez apprendre là, ça va vous donner envie de nous aider et de nous rejoindre. Donc vas-y Karel, donc dis-nous un petit peu, parce qu'en gros, hein, Bill Gates, il est accusé de vouloir réduire la population mondiale. Donc ça, on veut savoir qu'est-ce que tu en dis toi. Est-ce que il a vraiment envie d'utiliser les vaccins pour ça? Et est-ce qu'il est vraiment contre la santé des gens? Oui. Alors. Donc d'abord, c'est quelqu'un qui vraiment sort d'un milieu extrêmement privilégié. Et donc, avec Microsoft, comme tout le monde sait, il a été 2 fois en fait en tête de peloton parmi les hommes les plus riches du monde. Et sa fortune personnelle est estimée à 100 milliards, je crois. Donc, voilà. Donc déjà, allons à l'essentiel quand même. Hein. Allons à l'essentiel quand même. Je tiens à préciser que les gens veulent des réponses. Ils savent déjà tout sur Bill Gates. Hein. Ils veulent juste, voilà. Moi, ça m'a intrigué. Et j'ai été voir dans les vidéos qu'est-ce que dit Bill Gates sur cette question de la surpopulation. Parce qu'effectivement, je ne sais plus en quelle année, il a réuni, donc il a fait à New York, en plus dans la faculté de Rockefeller, il a convoqué même George Soros, Rockefeller, etc., pour discuter de la question de la surpopulation. Mais quand on regarde les actes de la conférence, que dans la même conférence, ils discutent les questions de la santé. Donc il faut faire la part des choses. Et Gates raconte, donc bon, déjà, il faut faire très attention, c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que forcément vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Hein. Par exemple, Gates a rencontré Jeffrey Epstein parce qu'Epstein a dit qu'il allait peut-être investir son argent dans le fonds de Bill Gates. Donc voilà, c'est normal qu'il y a ce genre de rencontre. Alors, donc au niveau de la population, Gates a commencé à regarder, je pense aussi surtout sa femme, Melinda Gates, qui c'est pas un modèle
c'est pas comment on dit, c'est pas un top modèle, hein. Euh, mais ces gens-là disent, on s'est rendu compte que là où il y a le plus de natalité, c'est dans les endroits les plus pauvres, et les endroits où il y a le moins de soins de santé. Donc dans ces endroits-là, les gens éventuellement font 8, 9, 10, 15 enfants, parce qu'il y en a la moitié qui va mourir, et les 2, 3 qui vont survivre vont donner une sécurité aux parents et surtout à leurs vieux jours. Donc c'est une vision dégradante en fait, où on voit les enfants comme des instruments pour, disons, je suis pas contre, mais c'est pas pour autant que c'est une situation idéale. Donc Gates a dit, lui-même, il dit, au début, j'étais contre la surpopulation, donc je me suis certainement un peu trop obsédé sur promouvoir la contraception, ce qu'ils appellent les anglo-saxons la médecine reproductive, c'est-à-dire la contraception, l'éducation des femmes, etc., le contrôle familial, le planning familial. Et il dit, je me suis rendu compte que c'était quelque part un faux problème. Parce qu'il dit, si vous donnez la santé aux gens, et s'il y a un minimum de niveau de vie, bah, il se fait que dans tous les pays, et ça, bon, tout le monde peut le constater, tous les démographes vous le diront, c'est que dans tous les pays où il y a eu de la croissance, où le niveau de vie s'est nettement amélioré, bah, en général, disons, le niveau de natalité, on cherche plus la qualité de chaque enfant, garantir qu'on puisse donner une vie digne à chaque enfant, plutôt que de compenser le manque de qualité de notre vie par le nombre d'enfants qu'on va engendrer. Donc, de ce point de vue-là, Bill Gates, il s'est pris de passion pour les questions de santé publique. Donc, est-ce qu'il veut... Alors, c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de gens, y compris la direction des Nations Unies. C'est-à-dire que si vous regardez sur le site, tu peux peut-être le montrer, la courbe... J'ai pas, mais oui. C'est sur le site. Les prévisions les prévisions des Nations Unies, c'est que tout le monde dit, voilà, il y aura après 2050, it will peak out, c'est-à-dire ça va plafonner, ça va commencer à, c'est comme la cloche, la courbe en cloche d'une épidémie, c'est-à-dire que la population, ça va se stabiliser en fait. Voilà. Donc nous, on pense que c'est pas une vision scientifique. Pour Solidarité et Progrès, il y a que expansion de la vie et du vivant, y compris les hommes, où il y a déclin, effondrement. Et ça, dès 1974, Léon Larouche, qui à l'époque dénonçait le Club de Rome et déjà la décroissance et une forme d'écologie dévoyée, anti-humaine, a dit, si on va empêcher les peuples de se développer et d'accéder au développement, on va créer, à la limite, même les conditions qui va permettre à l'émergence des épidémies. Donc Bill Gates, qui veut réduire la natalité, par son propre idéologie, a été amené à faire des choses, je dirais, qui aujourd'hui nous impressionnent parce qu'il fait beaucoup mieux que la plupart de nos propres gouvernements et les gens en place. Voilà. Simplement parce qu'il a un gros chéquier et que, par exemple, en 2012 et 2013, ce qu'a donné Bill Gates à l'OMS, c'était plus que le budget de l'OMS, vous voyez. Donc, parce qu'il y a 15 ans, 80% du budget de l'OMS, c'était l'argent des États. Les États ont bloqué leurs cotisations. Et entre-temps, le budget de l'OMS, il a été multiplié par 5, qui fait qu'aujourd'hui, 80% de l'argent de l'OMS, c'est de l'argent privé. Donc, en jaune, vous voyez les cotisations obligatoires des membres. Et ça, c'est l'argent dont l'OMS peut disposer pour des programmes qu'elle choisit. Tout le reste en gris, là, c'est l'argent qui est donné volontairement et surtout par des privés qui eux, vont donner uniquement pour des projets que eux jugent utiles et importants à faire. Donc effectivement, moi, ce qui me gêne dans l'affaire Gates, qui est quand même un homme qui se fait plaisir et parce qu'il il pense que c'est ce qu'il va passer ses vieux jours, donc en développant la santé mondiale, mais qui a réussi quelque part, même pas par lui-même, mais par le défaut du reste,
de faire un espèce de... Un hold-up est un peu fort, mais s'imposer vraiment comme le plus grand acteur actuellement au niveau mondial, au niveau de la santé, c'est Bill Gates. Donc, et il y a bien pire. C'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est pas Bill Mais ça, Gates ne veut pas des vaccins gratuits. Hein, je viens de lire la citation aujourd'hui, parce qu'il dit qu'aux États-Unis, si vous dites que les vaccins c'est gratuit, les labos vont plus avoir d'argent pour obtenir de l'argent des banques. Quand on veut, quand on investit, on veut un retour sur investissement, mais il veut des vaccins les moins chers possibles. Peut-être pas gratuits, mais au moins les moins chers possibles. Donc ce n'est pas, si vous dites Bill Gates, c'est le Big Pharma. Bon, d'abord, les vaccins, ça rapporte aussi peu que l'hydroxychloroquine, qui est un vieux médicament qui rapporte rien et que Sanofi a donné tous ses stocks parce que ça lui permet d'améliorer son image. Mais les vaccins, au niveau mondial, le marché des vaccins, c'est entre 40 et 60 milliards de dollars. C'est énorme pour vous et moi. Mais pour le marché mondial du médicament, qui est de 1400 milliards, c'est rien du tout. Alors, si vous enlevez tout le reste, les profits nets sont à peine au-dessus de 2 milliards. Donc, c'est vraiment, comment dire, il y a la base de complotisme de voir. Donc, déjà, Bill Gates ne veut pas réduire la population mondiale, il veut plutôt la stabiliser par une politique de santé. Premier point. Deuxièmement, les vaccins, il a quelques actions dans Pfizer, mais c'est marginal par rapport au reste. Lui-même ne produit pas de vaccins. C'est pas lui qui les produit. Il s'enrichit pas avec les vaccins. C'est faux. Ça veut dire, bon, si on peut me le prouver, je vous invite à le faire. Je peux toujours me tromper. Hein. Et ensuite, aujourd'hui, il s'avère que, en fait, Bill Gates, contrairement à Donald Trump, Bill Gates a fait une politique de main tendue vers la Chine. C'est-à-dire qu'au moment où il y a le Covid, Bill Gates, parce qu'effectivement, en 2015, Bill Gates a dit qu'on n'était pas prêt. Il a dit tout ce que tout le monde savait dans le monde médical. Moi, je viens de lire le rapport de l'OMS oui, de parce que 2005. c'est ce qui lui est reproché, c'est il a prévu la pandémie mondiale. Donc les gens disent s'il l'a prévu, c'est qu'il l'a planifié lui-même, puisqu'il a de l'argent Voilà. pour le faire. Donc toi, tu dis quoi? Oui. Non, moi, je dis que déjà en 2005, je vais publier dans les prochains jours un article avec les citations c'est le plan contre les pandémies de l'OMS, première version 99, remis à jour en 2005, qui vous dit, voilà, on n'est pas prêt, il faut s'attendre à une pandémie. Et puisqu'on est dans le monde de la mondialisation, où les transports sont mondialisés, vous avez des avions partout, dans tous les sens. Si aujourd'hui, vous avez au fin fond de la jungle, à Bornéo, vous avez, en plus, on est dans une telle proximité, tous les biologistes le disent, on vit tellement dans la proximité avec la vie sauvage, avec la faune sauvage, que ces fameuses zoonoses, le passage de l'animal à l'homme, on est extrêmement vulnérable et on est on était en tout cas avant le confinement dans un monde où il y avait une telle mobilité que si dans un endroit extrêmement pauvre dans le monde une épidémie éclate, immédiatement les pays soi-disant développés peuvent être touchés par cette épidémie. Donc de ce point de vue-là, Bill Gates n'a fait que dire en 2015 ce que tout le monde savait. Donc il a dit tout ce que tout le monde surtout, savait. il a dit un truc intéressant, c'est qu'il a parlé de faire... alors c'est pas pour... attention, parce que comme on est dans la nuit des complots, là on n'est pas en train de défendre Bill Gates, on est juste en train de ramener en fait la raison dans des choses qui peuvent perdre leur raison. Bill Gates, c'est quand même Microsoft. On sait que Microsoft, sur les données, ils sont pas très sympas, etc. Ils feront tout pour nous écraser si c'est leur intérêt financier qui est en jeu. Donc voilà, on est juste en train de dire qu'il y a... On va en parler juste après. C'était sur cette question du lien avec la Chine, etc. Qui attaque Bill Gates?
Parce que c'est ça la grosse révélation aussi. Mais du coup, oui, il avait parlé dans cette fameuse vidéo que tout le monde a relayée en disant, regardez, il a planifié la pandémie. Il dit quelque chose de très important. C'est dit, on fait aujourd'hui pour l'armée des tests, des wargames, etc., pour être prêt en cas de conflit, mais on ne fait pas des germ games, donc des jeux de germes, donc de virus, pour se préparer en fait à ces éventualités. Il n'y a pas de force sanitaire prête à intervenir en cas d'une pandémie mondiale. Et lui, il dit ça, il faut absolument le créer pour être capable de réagir le plus vite possible en cas de pandémie. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose, comme tu dis, que tout le monde savait plus ou moins, en fait, mais que personne n'a fait. Et que nous, on est en train de justement demander aussi au niveau international. J'en profite pour dire que on a nos amis de l'Institut Schiller qui ont lancé une pétition pour créer une vraie infrastructure sanitaire mondiale. Donc, c'est-à-dire d'avoir les capacités infrastructurelles, les capacités avec des gens formés qui ont du matériel, qui ont de l'équipement, qui sont capables d'avoir des labos à disposition pour faire tous les tests possibles, etc. Pour qu'il y ait ce genre de choses au niveau international qui soient prêts, pas un gouvernement mondial, mais international, donc des États-nations souverains qui travaillent ensemble, et qui aient ce type de capacité pour pouvoir intervenir rapidement comme une armée le ferait en cas de conflit militaire. Là, ce serait en cas de conflit avec un virus. Donc voilà, en tout cas, ce que Bill Gates disait, à son époque, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Donc peut-être tu veux commenter là-dessus. Non, je pense que c'est assez complet ce que tu dis, c'est que on accepte le coût une armée, c'est-à-dire qu'avant les grandes réformes de Charles VIII au Moyen Âge pour mettre fin à la guerre de 100 ans, on marchait qu'avec des mercenaires. C'est-à-dire quand il y avait un conflit, on embauchait les nobles pour faire la guerre pour le roi. À partir du moitié du XVe siècle, Charles VIII, sous l'influence de Yolande d'Aragon et de Jacques Coeur, vont mettre sur pied une armée qu'on va payer toute l'année et qui est prêt à défendre la nation quand elle est attaquée. Et ça change tout. Et donc ce coût, on l'assume pour l'armée, c'est ça que je veux dire. On devrait aussi l'assumer pour avoir des stocks. Pourquoi on n'a pas de stock de masques? Pourquoi on n'a pas de stock parce qu'on dit non, ça c'est un coût qui n'est pas acceptable. Parce qu'on a oublié de munitions. Hein. Oui, parce qu'on dit c'est un ennemi, c'est un ennemi qu'on ne voit pas, il n'existe pas encore. Donc on dit non, on ne peut pas prévoir. Alors que on ne peut pas tout prévoir de la dimension imprévisible qui nous pend au nez. Mmh. Donc on invite tous les gens qui nous regardent à aller voir cette pétition sur notre site. Et ça, c'est ce qu'on appelle, nous, un complot citoyen participatif. C'est que vous vous engagez à ce que des choses soient faites politiquement et qu'on ne reste pas avec les vieilles badernes, en fait, les vieux généraux, d'avant la guerre, qu'à un moment, il faut changer toutes les institutions, donc changer aussi les gens qui la composent. Et il faut qu'il y ait des citoyens qui se mettent sur le devant de la scène et qui demandent, en fait, qui exigent qu'il y ait des changements profonds qui soient faits au niveau international. Ça, on ne va pas le faire à votre place en tant que tel. On le fait parce qu'on est convaincu qu'il faut le faire, mais on ne va pas le faire à votre place. Donc si vous pensez qu'il faut rester dans le complot de Bill Gates veut nous tuer, plutôt que de participer à un vrai complot citoyen et participatif, c'est votre problème, mais nous on pense qu'il faut se retrousser les manches et faire des vrais complots, voilà, contre justement les gens qui n'ont pas prévu quoi que ce soit pour protéger la vie humaine. Alors on va revenir sur cette question de pourquoi en fait la chose se focalise sur Bill Gates, parce que tu as parlé des liens de Bill Gates avec la Chine. Et effectivement, c'est arrivé assez vite sur Bill Gates au moment où il a commencé à dire que les Chinois avaient fait du bon boulot, quoi, on va dire. Et alors, est-ce que tu peux dire, parce que j'ai vu, donc il y a les anti-vaccins qui sont contre Bill Gates, mais bon, ça, avec les anthroposophes,
Donc ça, c'est peut-être une chose que tu as envie de discuter. Bon, il y a les anti-chinois, on va pas revenir dessus. Et il y a ce qu'on appelle le QAnon. Donc c'est les supporters de Trump, ultra radicaux, racialistes parfois, etc. On en a quelques spécimens aussi en France ou au Québec. Là, il y a Silvano Trotta qui a d'ailleurs, il a réagi dans une vidéo là sur ton article en disant oh il est pour Gates, vraiment c'est terrible. Alors bon, il l'a vraiment vraisemblablement pas lu. C'est tout le Crève-Cœur, Radio-Québec, etc. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc voilà, il y a cette idée des anti-vaccins, les anthroposophes, que je mettrais d'un côté, et QAnon, Silvano Trotta, etc. Là, tous ces gens-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux groupes? Donc d'abord, il faut être clair sur la réalité politique du moment que nous vivons. C'est-à-dire, en novembre, normalement, il doit y avoir une élection présidentielle. Et Trump est extrêmement fâché parce que ce Covid-19, Trump pensait qu'il allait se faire réélire les deux doigts dans le nez, parce que la bourse avait monté, parce que le chômage était le plus bas que jamais, et que soi-disant, tout allait bien. Et que, alors, en plus, pour faire campagne, il faut qu'il puisse sortir. Trump a un lien organique avec le peuple américain à travers Twitter et à travers des réunions de masse où il espère, où souvent il réunissait jusqu'à 25 000 personnes. Donc, dans les conditions de confinement, c'est terminé quelque part parce que l'économie est bloquée. Les téléévangélistes peuvent plus se réunir des fonds parce que ça c'est pour leurs opérations. Alors c'est quand même 10 millions de gens aux États-Unis. C'est une partie qu'on appelle la droite chrétienne aux États-Unis. Bon, ça reste à prouver s'ils sont vraiment chrétiens ou pas, mais donc c'est des gens qui ont plutôt envie de dire, c'est le prosperity gospel, hein, c'est l'évangile de la prospérité. Si vous êtes riche et bien portant, c'est que Dieu vous a choisi pour que ça soit ainsi. Et si vous êtes malade, c'est vraiment que vous avez fait des choses pas très bien. Donc si la pandémie arrive aux États-Unis, c'est un signe, c'est une punition divine. Donc tout ça fait une série de planètes qui s'alignent plus pour une élection facile pour Trump. Donc après, Trump, il est ce qu'il est. Parfois, il y a des impulsions qui sont correctes et justes, sur lesquelles nous l'avons soutenu. Mais derrière, il y a toute une machine qui, je dis, gère Trump comme on gère un animal de cirque. C'est-à-dire que pour eux, c'est un spectacle permanent. Et ils se sont autour de Trump installés. Il y a les grands donateurs, comme la famille Mercer, comme Sheldon Adelson et d'autres. Parce qu'aux États-Unis, maintenant, les élections, vous savez, il n'y a plus de plafond pour les dons. Donc c'est un sport de milliardaires. Aujourd'hui, les présidentielles américaines, c'est en gros les milliardaires républicains contre les millionnaires démocrates. C'est ça l'élection présidentielle américaine. Donc tous ces gens-là ont mis... Et donc, d'abord, déjà, l'élection de Trump a été en partie facilitée par Cambridge Analytica. Alors, si vous avez les complots, là, il y a vraiment de quoi. C'était donc Steve Bannon et la fille de Robert Mercer, Rebecca Mercer, qui ont créé Cambridge Analytica, qui étaient les grands spécialistes de l'exploitation des mégadonnées pour se faire élire. Parce que maintenant, les équations, ça ne sert pas uniquement à manipuler la bourse, ça sert aussi à manipuler les cerveaux et vous amener à voter pour des gens que vous connaissez quasiment pas. Je ne m'étendrai pas sur l'élection de Macron, mais il y avait quand même des choses assez étranges. Alors, tous ces gens-là, pour aller au but, ont créé une force militante à l'intérieur, donc des grassroots movements, ces gens qui sont sur le terrain, qui s'appelle QAnon. Q, donc c'est la lettre Q, qui est le plus haut niveau de sécurité dans les ministères américains, et Anon, c'est anonyme. Donc on ne connaît pas le fondateur. Ils sont apparus en 2016.
ils sont extrêmement structurés et ils ont énormément de connexions au niveau international avec tous les mouvements que nous combattons parce que c'est des nationalistes étriqués qui empoisonnent le vrai patriotisme qu'il faut faire naître dans le monde. Ce que nous croyons en tant que gaullistes de gauche, nous croyons comme Jaurès que peu de patriotisme amène un nationalisme stupide et beaucoup de patriotisme amène l'international. C'est-à-dire que plus que nous aimons notre propre pays, plus nous sommes prêts à travailler avec les patriotes de tous les autres pays pour faire quelque chose ensemble, entre patriotes, mais de concert commun. Oui. Voilà. Et donc, vous avez cette frange ce qu'on appelle un peu stupidement en Europe les mouvements populistes, qui tendent à s'aligner sur tout ça. Parce que juste pour revenir sur cette question de... Attends, juste 2 secondes, c'est la question de Trump, parce que tu as dit qu'on l'avait soutenu, mais on va dire sur quoi on l'a soutenu, c'est sur cette question d'avoir un développement de relations pacifiques avec la Russie et la Chine, principalement au niveau international, et d'établir des relations correctes et de travail sur les grands problèmes du monde. Donc ça, c'était Trump au début de son élection, etc. Là-dessus, il a eu le Russiagate, donc les grosses affaires sur la Russie est intervenue dans l'élection et l'a fait élire. Donc ça a fait pchit. Et d'ailleurs, il y a un des artisans de ce pchit qui s'appelle Bill Binet, donc c'est à gauche sur votre photo, donc qui est avec Assange, Mannings et puis Snowden qui est parmi les grands lanceurs d'alerte, mais il est moins connu, Bill Binet, enfin surtout aux États-Unis, mais moins en France. Et lui, en fait, il avait dit, on avait mis dans nos articles qu'en fait, il n'y avait pas eu de hacking des démocrates, et que c'était pas possible, donc c'était pas les Russes qui avaient fait ça, que c'était quelque chose à l'intérieur du Parti démocrate lui-même. Donc, ce Russiagate a périclité, même Robert Mueller a dû avouer qu'en fait, il y avait pas grand-chose. Donc, depuis que ce Russiagate n'existe plus, c'est le Chinagate, donc on s'est tourné vers la Chine. Et les QAnon, eux, ils sont virulemment anti-chinois, d'accord ? Donc ils étaient contre le Russiagate, mais par contre ils sont pour le Chinagate. Donc, en fait, ils sont disons, à géométrie variable et à complotisme variable, d'accord ? C'est qu'en fonction de qui est la cible, ils vont élaborer une nouvelle théorie du complot, etc. Donc voilà, c'était juste pour clarifier un peu le propos sur Trump. Oui. C'est aussi que certains de ces milieux pensent qu'en jouant sur la matrice culturelle commune, c'est-à-dire le judéo-christianisme que nous partageons avec aussi bien Israël et même la Russie, que sur cette base-là, on pourra même amener la Russie à la décrocher de la Chine. Parce que c'est-à-dire qu'on fait du Kissinger à l'envers, en fait. Kissinger avait joué à l'époque la carte de reconnaissance de la Chine pour la décrocher de la Russie, avec la politique sous Nixon, politique d'ouverture, mais c'est pas parce qu'il était pro-chinois, c'est parce qu'il était anti-russe. Et son modèle, c'est Metternich, donc c'est l'équilibre des puissances. Donc s'il y a une puissance qui est trop forte, on va soutenir l'autre en face. Et si après l'autre devient trop fort, on change d'alliance, etc. Et donc aujourd'hui, Bannon a rencontré Kissinger et ils pensent qu'ils peuvent en fait travailler la Russie. Et il y a eu des articles énormes dans la presse russe, malheureusement, avec toute cette folie contre Gates, pour les amener dans cette histoire de dire, finalement, culturellement, on est quand même entre caucasiens. Hein. On a une haut fonctionnaire du ministère du State Department, du ministère des Affaires étrangères américain, qui a dit le problème avec les Chinois, c'est qu'ils ne sont pas caucasiens, alors qu'elle-même, elle est noire. Hein. Donc, vous avez ce virus qui entre comme ça. Et donc, Trump devient trompe-lion. Il devient un trompe-lion. C'est-à-dire, au début de l'année, quand la pandémie a éclaté en Chine, Trump a félicité la Chine. Il dit, les Chinois, c'était fantastique. Ils nous ont permis de gagner 1 mois
pour nous préparer. Les Chinois ont été exemplaires, etc., etc. Jusqu'au moment, et c'est ce que disent les conseillers scientifiques de Trump, ils disent en journée, on lui donne quelques réalités scientifiques, il est bien, il a compris, et le soir, il regarde la télé et il y a les potes et les actionnaires qui l'appellent. Il dit, tiens, si tu veux que je te refasse un chèque, il faudra que tu fasses une déclaration contre la Chine. Et après, je ferai une cotisation pour ta campagne. Donc non, il peut pas, il n'a pas. Si le principe, s'il fait passer son vieux pieux, son wishful thinking euh, avant la réalité, en fait, le pire qu'on puisse faire, même pour faire élire Trump, c'est de l'encourager dans sa propre folie, parce il va se détruire. Et c'est le calcul des Joe Biden et compagnie, qui eux détestent encore plus la Chine que pour Trump, c'est un slogan, mais pour les autres, ça va être une véritable politique. Donc il faut être responsable et politique. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on on peut pas juger les boulettes dans la soupe si vous ne goûtez pas à la soupe. Il faut voir dans quelle soupe on est et à quoi ça mène. Et il faut être responsable aussi. C'est pas juste une question de chacun ses pulsions et j'aime pas celui-là, j'aime pas celui-ci, et celui-là il me plaît pas, et celui-là il a du mal de ma grand-mère. Alors, attends, on va avancer un peu. Effectivement, la question qui est soulevée là, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les grandes puissances coopèrent et comment il y a des gens qui empêchent ça, parce que résoudre les problèmes de l'humanité, c'est avec des grandes puissances qui coopèrent. Et nous, c'est la bataille qu'on mène tous les jours dans ce pays, en France en tout cas, pour amener les gens à cette pensée, à cette idée et à se battre pour ça. Vous pouvez nous faire des dons à notre parti, nous rejoindre, nous appeler. Voilà, on est sur cette ligne-là et c'est pour ça qu'on est capable de voir les faux complots et les vrais complots. On va avancer un petit peu. Bon, j'avais prévu de parler de Raoult, notre héros, mais bon, on ne sait pas. Il est entre les deux, mais c'est pas le sujet. Là, on va parler surtout de la question climatique, mais rapidement en fait, puisque aujourd'hui, ce qui tend à ce que les gens se disent, tiens, il y aurait peut-être une alliance entre les puissances mondiales. Ce serait sur le climat. Voilà, c'est le climat, mais les capitalistes ne veulent pas vraiment sauver le climat. Il y a eu le film de Michael Moore qui montre bien effectivement l'hypocrisie. Mais du coup, voilà, on a cette guerre contre le CO2 qui a été déclarée. Et voilà, est-ce que c'est vraiment les capitalistes ne veulent pas sauver le climat ou pourquoi ils font beaucoup de pubs dessus? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je voulais commencer avec le fameux graphe là que je voulais que tu commentes, puisque c'est le graphe de comment. Alors attendez, je vous l'affiche. Voilà, c'est le plan, le plan officiel de la lutte contre le climat. C'est comment on va laisser donc des ressources fossiles dans le sous-sol pour pouvoir éviter d'avoir plus de 2 degrés de température en plus. Voilà, donc ça, ce sont les proportions des réserves donc, de charbon à gauche, de gaz et de pétrole que l'on va devoir, selon les objectifs du climat, qu'on va devoir laisser dans le sous-sol. Alors évidemment, quand on voit les États-Unis, ok, ils peuvent laisser 92% de leur charbon, bon, pas trop de leur pétrole, mais bon, par contre, l'Afrique, eux, ils doivent laisser leur charbon et leur pétrole dans sous-sol. La Chine aussi et l'Inde, faudrait qu'ils le laissent dans leur sous-sol. Et les ex-pays soviétiques, etc. Donc voilà, tout ça un petit peu, sauf les États-Unis. Voilà, les États-Unis, ils ont le droit d'utiliser le pétrole et le gaz, mais les autres pays, pas trop. Donc là, on voit un peu disons, ça c'est vraiment, voilà, si on veut sauver le climat, entre guillemets, ça c'est ce qu'il faut faire pour y arriver. Alors le problème c'est quoi, Karel, quand on laisse tout ça dans le sol? Bah déjà, le problème que je vois, c'est que si on dit qu'il y a des perturbations du climat, provoquées par l'homme ou pas par l'homme, bah on dit qu'il faut se donner les moyens de faire face. C'est-à-dire, il faut équiper tous les pays du monde
pour avoir des semences qui résistent à la sécheresse ou aux eaux salées, pour avoir des systèmes de santé publique, pour avoir de quoi manger, etc. Donc, parce que ça veut dire que si le climat est perturbé, il faut se donner des moyens, à moins qu'on dit que... Et donc tout ça, c'est pas fait. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, on fait le raccourci, on dit, puis il y a un problème, c'est forcément la faute de l'homme, qui est encore un débat qui n'est absolument pas conclu. Donc, on va déjà dire, il faut arrêter le développement de l'être humain. Et donc, ces gens-là... Pour être clair, là, on parle du charbon, du gaz et du pétrole pour les gens visés, là, l'Afrique, voilà, la Chine et l'Inde, et puis d'autres. En gros, c'est 90% de leurs ressources énergétiques. D'accord ? Oui. Donc, évidemment, si on dit, vous laissez ça dans le sous-sol, en fait, on est juste en train de leur dire, bah, allez mourir, quoi. Exact. Pour qu'on soit... Voilà. On n'a pas de développement possible. Donc évidemment, c'est très très bien de nous dire les renouvelables, etc. Parce qu'en plus on joue les renouvelables contre les fossiles, mais aussi le nucléaire. Donc on dit aux pays africains, aux pays voilà, en voie de développement, vous pouvez même pas faire de nucléaire parce que c'est dangereux et puis c'est mal, etc. Donc on se retrouve à faire, c'est soit ça, soit vous faites des renouvelables, soit en fait bah, on vous donne plus un rond. Donc évidemment, le choix est un peu difficile, surtout quand on connaît l'inefficacité des renouvelables actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie actuelle des renouvelables, elle n'est pas faite pour que des économies modernes comme les nôtres puissent exister. Nous, on peut se permettre aujourd'hui d'avoir, on se paye le luxe d'avoir des renouvelables avec des capacités de, comment dire, pour prendre le relais des capacités électriques qui marchent aux énergies fossiles, au gaz, etc. Mais beaucoup de pays dans le monde, pour eux, le gaz ou le charbon, c'est l'énergie primaire, c'est pas juste un backup. Donc on se paye le luxe de dire aux autres pays que les renouvelables, c'est la panacée, alors que chez nous-mêmes, en fait, on sait très bien que c'est même pas rentable chez nous. Donc, peut-être il y aura des technologies supérieures dans le renouvelable, mais alors dans ces cas-là, on compte encore sur la bénédiction de la technologie pour nous en sortir. Mais en tout cas, pour le moment, dans les 30 prochaines années, le fait de dire on laisse dans le sol, ça veut dire laisser mourir disons ces gens-là. Alors je voudrais que tu parles justement de tous les gens qui poussent un petit peu à le plus possible cette question climatique, et on va retrouver quelques têtes intéressantes. J'ai d'ailleurs ton texte sur la finance verte que tu pourras peut-être commenter. Oui, c'est-à-dire que l'enquête que j'ai fait avec d'autres, en fait, c'est qu'on arrive à une double conclusion. C'est que d'abord, c'est que aujourd'hui, donc la finance verte est devenue, on a fait un dossier là-dessus qui documente tout ça avec tous les détails qu'il faut. C'est-à-dire que c'est quelque part la dernière cartouche du système. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez que c'est une bulle va en remplacer une autre. Donc, tous ces gens-là sont en train de planifier ce qu'ils appellent un moment Minsky, c'est-à-dire un moment où, en fait, les actifs qui sont attachés à une technologie donnée vont en fait dévaluer, vont perdre leur valeur de jour au lendemain, et qu'à ce moment-là, évidemment, tous les investissements qui ont été faits dans ces énergies durables, soi-disant, ça va gagner beaucoup en valeur et donc remplacer la bulle actuelle qui est liée au pétrole, qui est liée aux hydrocarbures, de la remplacer par une bulle qui sera basée donc sur ces soi-disant énergies renouvelables. Ça a été poussé donc par ces gens-là. Hein. Donc vous avez le fameux Michael Bloomberg qui est maintenant donc qui a mis son portefeuille derrière Monsieur Biden, son programme. Donc ce monsieur-là, il a été nommé par l'ONU, envoyé spécial de l'ONU sur le climat. Et à côté, vous avez Mark Carney, qui est l'ancien directeur de la Banque d'Angleterre, tous ces gens-là ont modélisé en fait
ils disent aujourd'hui, on va avoir une bulle qui va s'effondrer et nous, on vous présente cette nouvelle bulle verte qu'ils ont appelée le New Green Deal, que Madame Merkel, Madame von der Leyen et Macron veulent nous imposer au plus vite, parce que pour eux, c'est la finance verte, c'est-à-dire c'est une façon de métamorphoser. Ils pensent qu'avec ça, ça peut redonner vie à un cadavre, en le peignant en vert et en prétendant qu'il va nous protéger contre l'horrible menace climatique, etc. Oui, donc il y a deux choses là-dedans. Donc on a les conséquences de laisser des énergies fossiles dans le sous-sol, c'est une atteinte directe aux populations mondiales. Donc c'est là qu'est la réduction de population. C'est pas forcément Bill Gates en tant que tel. Hein. C'est là il y a des trucs bien plus graves qui sont au vu et au su de tous en fait. Hein, et tout le monde est en train de dire c'est génial la lutte contre le climat, alors qu'en fait c'est là qu'est la réduction de population. Et en plus, ces gens-là font en plus de l'argent jusqu'au bout, hein, sur le dos de cette dépopulation. Donc on est vraiment là, ça c'est du complot, c'est le vrai complot. Là, voilà, si vous voulez, il faudrait mettre une petite étoile pour dire voilà, là c'est le vrai complot. Et surtout parce que, disons, ça remet en cause la sécurité énergétique des gens. Mais là, on parlait tout à l'heure des vaccins. Effectivement, tu m'avais dit que même si on voulait avoir un système une architecture sanitaire mondiale, il faudrait de l'électricité, ne serait-ce que pour les frigos dans les hôpitaux, pour pouvoir mettre des vaccins dans le frigo. Sinon, on ne peut pas vacciner les enfants contre la diphtérie, la polio, la tuberculose, etc., etc. Donc on est directement, quand on s'attaque soi-disant au climat, enfin pour sauver le climat, on s'attaque en fait directement à la sécurité énergétique de la plupart des pays pauvres et émergents du monde. Donc je dis ça parce que évidemment c'est un peu à la mode en ce moment, hein, le climat. Et alors le truc c'est que évidemment ceux qui sont contre la finance verte, c'est comme Michael Moore donc dans son film, mais alors il finit sur la décroissance. Où il va dire, vous voyez qu'ils font de l'argent avec disons, les renouvelables, donc voilà, la seule solution, c'est la décroissance et la dépopulation, justement, donc c'est bizarre. On accuse Bill Gates de vouloir réduire la population et en même temps, on va être décroissant où on veut réduire la population pareil, donc il va falloir bien choisir un peu son camp. On a, en plus, là, on a donc les effondristes, on va dire les effondristes sympathiques qui pensent qu'on va être solidaire dans la décroissance. Et puis là maintenant, on commence à voir de plus en plus pointer son nez les localistes ethno-différenciés du Front National. Donc là des gens un peu plus sévères, qui eux aussi veulent de la décroissance, veulent qu'on revienne au local, etc., qu'on fasse des fêtes au village. Donc on va avoir des belles soirées d'hiver où on aura voilà, des gens très gentils, solidaires, avec des racistes patentés qui veulent voilà, une ethnie monoraciale. Donc ça va être assez intéressant de voir ça dans les années qui arrivent. Évidemment, on va tout faire pour éviter ça, donc c'est pour ça qu'il faut nous rejoindre, hein, encore, et le message en dessous est là. Et on voudrait terminer le petit quart d'heure qui reste sur cette question on parlait des banques, est-ce qu'elles veulent voler notre argent et notre liberté, parce que c'est le dernier complot aussi, hein, savoir quel est vraiment le complot dans cette question financière. Oui, je peux répondre. Je vais répondre juste sur la question au début. Après, je te laisserai la parole, notamment sur BlackRock. C'est qu'en fait, la question donc les banques vont voler notre argent. Oui, parce qu'il y a des lois qui sont en place, ce qu'on appelle le renflouement interne. Donc depuis 2013, où on peut, en cas de crise, donc les banques peuvent se renflouer sur les actionnaires, les gros déposants au-dessus de 100 000 euros. Qui inclut les entreprises plus ou moins grandes. Et ensuite, il y a les soi-disant déposants en dessous de 100 000 euros qui sont censés être garantis. Sauf qu'on a fait un fonds de garantie et de résolution de 3 milliards pour garantir 1600 milliards, ou je sais plus, ou une grosse somme, et que ce fonds de garantie et de résolution de 3 milliards pourrait très bien être utilisé pour sauver les banques au début.
et donc qu'il ne reste plus rien pour garantir finalement en dessous de 100 000 euros. Donc c'est une vraie menace que nous on a dénoncée depuis 2013 et qu'on a été quasiment les seuls en fait à l'époque à faire. Et maintenant on est en train de dire que la deuxième menace c'est le vol des assurances vie. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur la chaîne YouTube de Solidarité et Progrès où j'explique bien qu'en fait les taux négatifs ont fait que les assurances vie en fonds euros n'étaient plus vraiment rentables pour les gens et qu'avec la réforme des retraites de Macron, ça faisait tellement peur aux gens que le but c'était de leur faire peur pour qu'ils aillent directement mettre leur argent en assurance vie en unité de compte, donc sur les marchés financiers, donc dans les escarcelles des banques, mais surtout des gens qui gèrent ce type d'actifs comme BlackRock et d'autres. Donc BlackRock, mais j'ai vu aussi il y a Amundi et d'autres en fait ou Natixis qui sont aussi sur le devant de la scène. Donc BlackRock, ils sont plus intéressés finalement par ça, par le fait que les gens aillent sur les marchés avec leurs assurances vie. Et l'autre chose qui est beaucoup plus, on va dire, polémique, c'est que BlackRock et tous ces gens-là, les gestionnaires d'actifs, sont intéressés par remplacer les banques et le crédit bancaire par justement leur gestion d'actifs. C'est-à-dire que pour eux, en fait, les banques telles qu'on les connaît, finalement, c'est du passé et qu'il va falloir passer seulement par les marchés financiers. Donc, c'est-à-dire que vous-même, si vous pensez, vous qui nous regardez, vous dites tiens, les banques, c'est le problème et tout ça, c'est l'ennemi. Ben, en fait, BlackRock veut supprimer d'une certaine manière l'usage du crédit bancaire. Donc vous avez un complot dans le complot. Vous voyez, ça commence à devenir un peu subtil. Et toi, tu me parlais, Karel, de cette question de Aladdin, là, qui est le fameux logiciel de BlackRock pour justement gérer les données. Et qu'est-ce que ce logiciel, en fait, nous dit aussi parce que c'est peut-être le plus gros danger de BlackRock. Oui, c'est un peu. Ils sont dans la même situation que Peter Thiel avec. Comment il s'appelle? Palantir. Avec Palantir, c'est-à-dire qu'on a confié par exemple, le ministère de la Défense et des services de renseignement, en fait, utilisent des logiciels donc pas produits en France, pas contrôlés par des Français, mais par donc Peter Thiel, qui était qui a été un conseiller de Trump et qui était dans le gouvernement de transition, dans l'équipe de transition, donc qui a influencé les choix pour composer ce gouvernement américain. Mais c'est un outil qui est tellement puissant que, puisque nous-mêmes, on n'avait rien fait pendant des années, quand il y avait Daesh, il fallait gérer, et que Peter Thiel et Palantir, ça donne des tels outils informatiques qu'on ne peut pas s'en passer. Voilà. Donc, une fois de plus, en nous rendant faibles, on rend les autres très forts. Et pour BlackRock, c'est pareil. C'est-à-dire que aussi bien la Banque Centrale Européenne que la Réserve fédérale, c'est pas des gens, c'est pas des smicards, ils sont pas au RSA, mais ils n'ont pas investi pour avoir les experts financiers, pour avoir tout le hardware et tous les systèmes de logiciels qui ont la même performance, les mêmes capacités que BlackRock. BlackRock donc a une société qui s'appelle Aladdin. C'est un cluster de 6000 serveurs de calcul qui surveillent en permanence 18 000 milliards de dollars dans le monde, c'est-à-dire 8% des actifs. Donc dès que c'est la saison du melon et tout le monde commence à acheter du melon, BlackRock vous dit mettez votre argent chez l'épicier un tel du coin parce que lui il va se faire des couilles en or en vendant du melon. Donc pourquoi tout le monde? Parce que c'est ça la vraie question. C'est que BlackRock aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont peut-être 250 milliards en fonds propres, mais ils gèrent entre 7 et 8 000 milliards d'actifs. C'est-à-dire que tout le monde leur confie. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne donnent pas l'argent à Lazare Frères ou à Schlumberger ou à la Banque Audier Pourquoi? Parce que dans le genre, les meilleurs retours sur investissement, BlackRock
va vous les garantir parce qu'ils ont les outils informatiques permettant de le faire. Alors, et c'est là où donc, mon article s'appelait quand la Fed, c'est un article de janvier même 2019, hein, Mhm. où je disais la Fed et la BCE embauchent des gangsters. Ils embauchent BlackRock pour travailler pour eux. Parce qu'il y a évidemment un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que BlackRock va faire de la surveillance qui normalement est donnée à un État pour gérer bien les finances d'un pays. On le demande à le faire BlackRock qui va s'autocontrôler, c'est-à-dire les gens qui se retrouvent autour de la machine à café à midi, en fait, ils sont supposés de ne pas se parler parce que d'un côté, il y en a qui analysent pour la BCE les fonds, je sais pas moi, de Deutsche Bank. Et de l'autre côté, vous avez les gens de BlackRock qui vont conseiller si oui ou non il faut acheter les actions de Deutsche Bank. Donc c'est un conflit d'intérêts totalement manifeste et insupportable. Donc, mais ça, ils se sont mis dans une position tellement puissante et dominante que nous sommes, voilà, on est en servitude. Et c'est là où, effectivement, à Jackson Hole, dans le Wyoming, en fait, où ils ont dit, Oui, j'allais te poser la question là. Oui. ils ont quasiment dit, il faut d'un côté du helicopter money, c'est-à-dire il faut, pour que les systèmes tiennent, autant imprimer de l'argent et donner tout de suite aux citoyens pour qu'ils puissent faire tourner la machine. Et deux, c'est qu'il faut en finir avec les États-nations. Les banques centrales, ça suffit. Donc ils veulent pas d'État, mais ils veulent des banques centrales, qui sont évidemment gérées par cette oligarchie financière, non pas des banques, mais des 28 méga-banques, puisque pour nous, le problème, c'est pas les banques, le problème, c'est qu'on a 28 méga-banques qui sont too big to fail, trop gros pour être mis en faillite, et too big to jail. On peut pas les mettre en prison, parce que sinon, tout s'effondre. Donc ça, c'est le mammouth qu'il faut terrasser. Pour ça, il faut faire Glass-Steagall, il faut faire la séparation bancaire, il faut recréer des banques nationales, il faut un conseil de crédit géré par des forces vives de la nation, et il faut un projet qui dit dans quoi est-ce qu'on va investir dans les 50 ans à venir pour que le confinement soit pas, pour que le déconfinement soit une occasion qu'on peut saisir pour faire ce monde de l'après. Et donc, bah oui, moi je ne dis pas qu'ils vont nous voler, ils ont déjà tout volé. Ils n'ont pas Le fait hold-up est déjà consommé, oui. ils vous ont pas fait les poches, ils ont volé votre pantalon et vous vous rendez même pas compte. C'est ça le problème. C'est que tellement vous regardez Bill Surtout, Gates à la télé, oui. pendant le temps que vous regardez Bill Gates dans les vidéos et les tutos, eux, ils vous volent votre pantalon et une fois qu'ils ont ramené votre pantalon à la maison, ils vident les poches. Mais donc la question, c'est qu'il faut redevenir citoyen et se redonner un pays digne de ce nom qui existe et qui se manifeste par une volonté pour l'intérêt général, l'intérêt commun, et qu'à ce moment-là, mais c'est un ensemble. C'est-à-dire, ce n'est pas en appuyant en coupant la tête d'un type qui est là déjà perdu, ou ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet, il faut mobiliser les citoyens, il faut créer d'abord des citoyens et refaire une république qui peut agir pour soi-même et dans le monde. Et c'est ça la bataille dans laquelle nous sommes engagés. Donc c'est pour ça que là on invite tous les gens qui nous ont suivis, qui ont tenu le choc là jusqu'ici, de nous rejoindre. Voilà, vous pouvez faire un don à notre parti pour qu'on puisse percer dans ce pays. Que vous pouvez nous rejoindre, c'est pas pour évidemment. Bill Gates qu'on a mis ce bouton. Hein. Le Oui, bouton, c'est ça. c'était pas pour Bill Gates. C'est faites un don à nous, pas à Bill Gates. Voilà, c'est ça. Et oui, non, il faut préciser aujourd'hui parce que toutes les informations sont pas forcément bien prises. On sait jamais. Et surtout, alors, on n'accepte pas forcément toutes les crypto-monnaies parce que je voulais aussi, j'ai vu des questions là-dessus là. Je voulais que tu t'en parles un tout petit peu de ça. C'était dans ton article aussi sur les. Alors je sais plus à quel endroit. Et voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est encore ce fameux Mark Carney là, donc qui est de tous les coups. Hein. Lui, il est dans la finance verte, dans la dictature des banques centrales. Et lui, donc, il dit qu'il faut substituer le dollar
à une synthetic hegemonic currency, donc c'est-à-dire une monnaie synthétique hégémonique. Donc, pour Oui, ceux qui croient que les crypto-monnaies sont l'apanage des libertaires et des gens voilà, qui sont anti-système, non, non, pas du tout. En fait, eux, ils ont très bien compris l'intérêt d'avoir des monnaies synthétiques, donc digitales et cryptées. Donc, ils sont déjà sur la brèche et ils vont de toute façon utiliser ces monnaies pour essayer encore de s'accaparer un pouvoir. Donc faites attention aux crypto-monnaies, hein, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, que ce soit Facebook ou Marc Carnet, voilà, il y a des gens un peu bizarres. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que toute monnaie qui de toute façon n'a pas pour but disons, d'augmenter les capacités productives du travail humain, n'est pas de toute façon une monnaie viable. Voilà. Et voilà, Monsieur Simonet, par exemple, donc dans les, voilà, qui vient de dire une crypto-monnaie décentralisée. Si, non, en fait, le problème de la décentralisation, c'est pas ça le problème. C'est le problème. En fait, c'est un problème la décentralisation parce que si on n'a pas en fait un outil qu'on appellerait l'État citoyen avec lequel on peut justement planifier à long terme un développement sanitaire, un développement infrastructurel, énergétique, scientifique, social, etc. Et ben en fait, on a aucun moyen de le faire, de coordonner tout ce monde-là, d'avoir des gens très divers qui puissent agir pour un même projet. Donc le fait d'avoir une monnaie qui est centralisée mais qui est sous contrôle citoyen, comme nous on le demande avec une banque nationale, c'est ça qui est aussi l'avenir en fait. La crypto-monnaie, ça peut exister en tant que telle, mais ça ne doit pas remplacer le cœur qui est le cœur démocratique d'une économie et le cœur républicain d'une économie, qui est justement cette banque nationale et l'investissement dans le futur. Donc voilà qui, on va dire, répond, je pense, à ça. Et pour revenir aux questions internationales, bah, il va falloir avoir des banques nationales un peu partout, donc il va falloir se mettre d'accord avec d'autres pays dans le monde pour le faire. Et ça, c'est notre idée d'avoir les États-Unis, la Chine notamment, qui, disons, coopèrent entre eux. Donc, faut déjouer le vrai complot qui est celui d'empêcher cette association-là. Et toute personne dans le monde qui essaie d'empêcher cette association-là est complice d'un crime contre l'humanité potentiel, parce que si on n'a pas cette alliance-là, on va avoir de très graves problèmes pour développer les gens, et il va y avoir une dépopulation massive. Donc ça, et ça rejoint donc ce qu'on a dit tout à l'heure sur la fausse lutte contre le CO2 et pour le climat, qui est en fait déguisée derrière une dépopulation de masse. Dans ses conséquences, c'est exactement ce qui peut se passer. Donc voilà pour les faux complots et les vrais complots. On a essayé voilà, de remettre un peu les choses à l'endroit. Est-ce que, Karel, tu veux dire un mot de la fin, peut-être aux gens qui nous ont suivis? oui, je suis bien conscient que c'est que des pistes qu'on lance, c'est pas le dernier mot ni la révélation ultime, puisque tous les jours on remet en question toutes les hypothèses et on trouve d'autres éléments et on les enrichit. Mais toujours dans cette idée que Benoît vient de développer, c'est-à-dire il faut aimer, il faut avoir cet amour pour l'humanité et pour l'avenir. Ça veut dire, parce que je dirais même tout ce truc-là qui est en train de se passer, c'est très mauvais pour le monde entier. Le fait que les deux plus grandes puissances du monde, la Chine et les États-Unis, ne puissent pas collaborer, alors qu'ils le font entre les gens de l'espace, entre les scientifiques, euh, en fait, il n'y a aucun problème parce qu'on est tous des humains et je sais pas moi, le virus, si vous êtes jaune, noir ou blanc, le virus, il s'en fiche. Il voit pas les frontières. Donc les menaces il y a des menaces qui sont communes et donc on doit redonner envie à être nous-mêmes et à être vraiment une humanité qui est capable de prendre conscience de sa dignité et de son rôle qu'elle peut jouer dans les années à venir. Donc le général de Gaulle disait être grand, c'est soutenir une grande querelle. Donc si vous voulez être grand, il faut soutenir une grande conspiration et c'est avec nous qu'on va la faire.
avec nous à Solidarité et Progrès. Donc, je rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre et faire un don pour justement pour financer votre propre action, j'ai envie de dire. Et surtout au niveau international, donc avec nos amis de l'Institut Schiller, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont donc lancé une grande pétition pour créer un système d'infrastructure sanitaire mondiale. Et voilà, on ose dire, oui, il va falloir faire des vaccins parce qu'il y a plein de maladies en fait qui sont évitables aujourd'hui grâce aux vaccins, et qu'il y a encore des millions de gens qui en meurent chaque année, et c'est absolument inacceptable. Mais voilà, vous pourrez lire le texte de cette pétition sur notre site, parce que voilà, ça s'arrête pas au vaccin. Il y a toute une infrastructure sanitaire d'hôpitaux, d'équipements, de laboratoires, de formation, dans tous les métiers, on va dire, de la santé, qui est primordial et qui devrait justement aujourd'hui être une cause internationale. Donc voilà ce qu'on avait à dire. On n'a pas pris énormément de questions aujourd'hui parce que bon, en fait, ça défilait beaucoup, et bon, il y a beaucoup de gens qui ont leur propre théorie du complot à peu près tout le temps. Bon, évidemment, aujourd'hui, nous, on a donné notre version du vrai complot. Voilà, c'est à discuter, hein, discutez-en entre vous. Après, on pense qu'il ne faut pas trop perdre son temps dans des détails. À un moment, il y a quand même des grands mouvements historiques auxquels il faut participer, et d'autres qui sont peut-être juste des impasses. Donc voilà, avec cette humilité, je pense, on peut arrêter ce direct et vous dire à très bientôt pour la prochaine réunion. Donc on va faire la réunion web avec Jacques Cheminade jeudi, donc à 19h. Appelez-nous pour vous inscrire, et sur le site également. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a un appel international des jeunes, donc samedi 23, donc demain, à partir de 17h. Et là, on va parler avec des jeunes motivés dans le monde, qui sont pas englués, voilà, dans on nous ment, on nous spolie, et qui font rien. Donc on essaye de mobiliser un petit peu cette jeunesse. Donc c'est demain, et on invite tous les jeunes qui se reconnaissent dans ce qu'on a dit ce soir à nous appeler et à se connecter à ça. C'est vraiment voilà, aujourd'hui on doit vraiment choisir son camp, et on pense qu'il vaut mieux choisir le camp des grandes idées. Voilà. Merci Karel, merci pour cette soirée. Je pense qu'on a désamorcé pas mal de choses, et voilà, on a sûrement laissé de côté certaines histoires, mais si vous nous appelez, on pourra en discuter plus longuement. Merci Karel, et merci à vous tous, et à très bientôt.